Vous n'avez pas pu voir notre ancienne vidéo. Normal, on a été censuré. Alors, on va vous la repasser autrement. À la place de président de la République, vous entendrez à la place des ou fiscales, vous entendrez. Alors, on regarde, on partage, on like, on commente. Ça fait des mois qu'on invoque la possibilité de le destituer. On l'a maintenant. Aurait dû être destitué depuis bien longtemps. À défaut, il aurait dû démissionner depuis bien longtemps. Il aurait même dû être empêché de se présenter à l'élection présidentielle de 2017. Pourquoi? Parce que ment. Il ment depuis la date à laquelle il a dû satisfaire aux obligations légales de déclaration de revenus et de patrimoine auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Il ment par omission parce qu'il n'a rien déclaré du tout, pas un centime, au titre de la transaction Pfizer-Nestlé à 9 milliards d'euros. Nous allons vous le démontrer avec la ligne du temps, notamment. Rothschild et compagnie, la seule entité dont il dit qu'elle lui procure des revenus professionnels, était dans l'impossibilité structurelle, statutaire, de lui verser quoi que ce soit au titre de la transaction Pfizer-Nestlé en 2012. L'activité de chez Rothschild, ça dure 4 ans. Ça commence en 2008, en septembre. Jusqu'à fin décembre 2010, il est salarié. Donc, il déclare ses salaires, rien d'autre. Les choses changent à compter du 1er janvier 2011. Il devient associé gérant. Associé gérant, c'est quoi? C'est qu'on est un des patrons de la société en question, Rothschild et compagnie. On décide, on gère. Mais on n'est plus salarié, car on n'a plus le droit d'être salarié quand on est associé gérant. C'est prescrit par les règles du groupe Rothschild. Il faut bien vivre. Ne plus être salarié ne veut pas dire qu'on ne gagne plus d'argent. Quand on devient associé gérant, on acquiert une part. On doit acquérir une part, 16 €, c'est pas cher. Et cette part donne droit à associé gérant, comme aux autres associés gérants, à une partie du bénéfice annuel de la société. Bénéfice annuel 2011, 2012, etc., etc. Mais les bénéfices annuels ne sont approuvés pour une année donnée que le 31 mars de l'année suivante. C'est normal, ça se passe comme ça en général dans toutes les boîtes. Mais il faut bien vivre. Par exemple, sur 2011, entre le 1er janvier 2011 et le 31 mars 2012. Donc, le grand chef, le patron du groupe Rothschild aux 250 filiales de par le monde, David de Rothschild, il a prévu le coup et il a défini un programme d'avance mensuelle qui est versé du début de l'année à la fin de l'année et qui sont des avaloirs sur la partie du résultat auquel chacun des associés gérants a droit, connu le 31 mars de l'année suivante, par de laquelle seront déduits les avances qui avaient été versées tout au long de l'année précédente. Donc en 2011, ça donne quoi? Ceux qui déclarent en 2011, c'est que des avances. Il ne peut rien déclarer d'autre, puisqu'il n'a pas été gérant en 2010. S'il avait été gérant en 2010, il aurait déclaré en 2011, en plus de ses avances 2011, il aurait déclaré la partie du bénéfice auquel il a droit le 31 mars 2011 diminuée de ses avances 2010. Bon, il n'était pas associé gérant. Alors après, 2012, c'est toujours le même système. Un associé gérant, il a droit en 2012 au programme d'avance fixé fin 2011 par David de Rothschild, le grand boss. Et puis, s'il est présent au 31 décembre de l'année 2012, eh bien, il touchera le 31 mars 2013 sa partie de bénéfice 2012 à laquelle il a droit, diminuée des avances qu'il aura perçues tout au long de l'année 2012. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais il n'est pas présent au 31 décembre 2012. Pourquoi? Parce qu'il a démissionné le 15 mai 2012. Et le matin, il était chez Rothschild et compagnie, et l'après-midi, il était à l'Élysée, secrétaire général adjoint auprès du président François Hollande, chargé des finances et de l'économie. Mais il n'était pas parti sans avoir fait un merveilleux coup, le coup de sa vie, de banquier d'affaires, un accord que Nestlé avait conclu avec la division
nutrition infantile du laboratoire américain Pfizer le 22 avril 2012 au prix de 9 milliards d'euros. Mais tout le monde parle de cet accord intervenu avant son départ le 15 mai 2012 en considérant que c'était bouclé. Mais non, c'était pas bouclé car cet accord était conditionnel. Il était conditionnel au fait que les autorités réglementaires devaient donner leur accord pour que cette transaction devienne définitive. Et ce n'est que le 30 novembre 2012 que l'accord est donné. Mais il est parti le 15 mai 2012. Alors, à quoi il a droit? On vous a expliqué à quoi chaque année un associé gérant avait droit si l'associé gérant est présent tout au long de l'année. Mais là, il part le 15 mai. Alors, les statuts, ils prévoient le cas d'un associé gérant qui démissionne. Et il a droit à quoi? Quand il démissionne le 15 mai 2012, d'ailleurs, il cède sa part au même prix, à 16 €. Il a droit, disent les statuts, à une fraction des avances que lui avait accordées le grand chef, David de Rothschild, donc ces avances de janvier, février, mars, avril, jusqu'au 15 mai 2012, ces avances mensuelles. Et puis, évidemment, il a droit à la partie du bénéfice 2011, approuvée par les actionnaires le 31 mars 2012, il est encore là, et diminué évidemment des avances qu'il avait perçues au titre de l'année 2011. Donc les deux composantes, il n'y en a pas d'autres, de ce qu'il a déclaré au titre de l'année 2012, je vous rappelle qu'il n'a rien déclaré en 2013 ni l'année suivante, en provenance de Rothschild et compagnie, il n'y a pas d'autre entité qui lui verse de l'argent au plan professionnel, eh bien c'est les avances 2012 plus le solde du bénéfice 2011 qu'il a perçu le 31 mars 2012. Rien d'autre. Donc, on sait que le programme d'avance mensuelle fixé par David de Rothschild, il ne peut pas tenir compte, comme il est fixé fin 2011, de la transaction Pfizer-Nestlé. 2, on sait que la transaction Pfizer-Nestlé, elle a failli capoter un week-end avant le 22 avril 2012, date de l'accord. Pourquoi? On le sait parce que c'est de notoriété publique dans tous les médias. A dû convaincre le patron de Nestlé de rajouter à son offre initiale un demi-milliard de dollars pour contrer l'offre du concurrent de Nestlé qui s'appelle Danone. Il a d'ailleurs déclaré, et c'est de notoriété publique encore, à ce moment-là, que s'il réussissait à convaincre le patron de Nestlé de rajouter un demi-milliard, eh bien, il serait riche. On sait aussi que les règles comptables en vigueur au sein du groupe Rothschild interdisent de comptabiliser quoi que ce soit au titre d'une transaction en cours de discussion, car les honoraires qui sont dus par Nestlé, comme par tous les autres clients, ne sont dus que si la transaction est définitive, c'est-à-dire au 30 novembre 2012. On sait aussi que l'usage, la règle en matière de fusion-acquisition, c'est que c'est du tout ou rien, c'est-à-dire que si la transaction ne devient pas définitive, le client ne paye rien, ou si peu, des quelques frais fixes. Bon. Donc, la transaction Pfizer-Nestlé ne peut pas avoir quelque effet que ce soit sur les avances en 2012, ne peut pas avoir quelque effet que ce soit dans la comptabilité Rothschild et compagnie avant le 30 novembre 2012. Il s'est taillé le 15 mai 2012, ça veut donc dire qu'il n'a pas déclaré un bal, mais il ne le pouvait pas puisque Rothschild et compagnie est dans l'impossibilité statutaire, et en plus compte tenu des différentes dates là, qui sont sur la ligne du temps, de lui verser quoi que ce soit. Donc, il n'y a plus que deux possibilités. À partir du moment où on démontre qu'il n'y a pas un centime dans ces déclarations qui concernent la transaction Pfizer-Nestlé, il n'y a plus que deux solutions. Soit il a travaillé à l'œil, soit il a été payé par une autre entité dont il ne divulgue pas l'identité. Et pourquoi ne la divulgue-t-il pas? Bien, sans doute parce que cette entité se trouve dans l'une des 100 à 120 filiales du groupe Rothschild qui se trouvent dans des paradis. Donc, est un